Alors, Alain Grandjean, le voici. Alain Grandjean, qui est docteur en économie de l'environnement, polytechnicien, fondateur et associé de Carbone 4 avec Jean-Marc Jancovici, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme de Nicolas Hulot. Alors, Alain Grandjean, ça y est, je vous vois, vous êtes là. Vous avez, pendant que vous installez, je continue à vous présenter, vous avez présidé ou participé à de nombreuses commissions gouvernementales. L'année dernière, par exemple, vous avez remis à Ségolène Royal un rapport sur la tarification du carbone en France, en Europe et dans le monde. Et sur le site de votre association, Carbone 4, et non pas Carbone 14, il y a un chapitre bâtiment qui s'ouvre pratiquement par cette phrase inscrite en caractères gras. L'enjeu numéro 1 pour la France est la rénovation énergétique. C'est-à-dire que ce sujet vous tient à cœur et qu'on sait d'entrée de jeu pourquoi vous êtes venu nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Carbone 4, c'est une société de conseil. Et donc à ce titre, c'est une activité professionnelle. Et la Fondation pour la Nature et l'Homme, là, pour le coup, c'est une application associative. Je vais faire une petite présentation en quelques points. Donc il n'y a pas du tout vocation à faire le tour de la question, parce que s'il y a une évidence absolue en matière de rénovation, c'est que c'est un sujet compliqué, multifacette, et qu'aucun d'entre nous n'a la martingale ou la solution magique pour faire avancer ce sujet aussi vite qu'on aimerait qu'il avance. Le premier point de mon propos est assez simple, c'est que les événements climatiques de cet été marquent beaucoup, y compris l'opinion internationale et y compris aux États-Unis. Bon, c'est un sujet absolument central. Parce que tant que, je vais être très désagréable, mais tant que les cyclones et les événements climatiques concernent les pauvres, ça ne concerne pas les riches, ils s'en foutent. Et du coup, on a là un blocage important qui n'est pas du tout anecdotique. Voilà, c'est parti. Donc voilà. Donc ça, c'est des petites images. Donc je termine ma phrase. C'est tout à fait important. Jusqu'à il y a encore très très peu de temps, l'affaire du climat, c'était une affaire des générations futures. Donc c'était une affaire de nos arrière-petits-enfants, en gros. Donc bref, c'était pas notre sujet. Le fait que ça commence à toucher les élites riches américaines, le Texas, c'est quelque chose de très important. Donc c'est malheureusement une bonne nouvelle qu'on soit un peu rattrapé. Je vous rappelle qu'on a eu une crise de climato-scepticisme invraisemblable au début de la décennie 2010, après Copenhague, parce que apparemment ça avait l'air d'être un peu tranquille. En fait, on savait très très bien que cette tranquillité n'était pas du tout une preuve de quoi que ce soit. Les effets climatiques étaient largement attendus. Le deuxième point important de cette affaire-là, c'est que malheureusement aussi, il va falloir raisonner adaptation. Donc j'ai quelques photos, en fait j'en ai des tonnes et des tonnes dans ma bibliothèque de photos. J'ai choisi essentiellement des bâtiments. Alors il y en a un qui résiste, celui qui est sous Harvey là, mais il y en a plein qui prennent dans la figure, comme on dit. Et donc le point central en matière de construction et de rénovation, c'est que, comme ça a été dit juste précédemment, il va falloir s'occuper sérieusement d'adaptation au changement climatique. Donc, là, j'insiste un tout petit peu parce que nous, on le voit chez Carbone 4, ça fait 10 ans qu'on existe, on va fêter nos 10 ans demain. On a été interpellé en permanence sur les questions d'atténuation, d'efficacité énergétique, pas du tout sur les questions d'adaptation. Et en fait, on l'est depuis 2-3 ans. Donc depuis 2-3 ans, on a des grandes entreprises, on a des grosses foncières de rang national, voire international, qui commencent à nous interpeller sur ce sujet. On dit comment on fait ? Alors ça avait l'air compliqué il y a quelques années parce qu'on se disait, bon, compter l'énergie c'est assez facile, hein, on compte des kilowattheures de l'énergie, des TEP. Compter le carbone c'est relativement facile, on compte des tonnes de carbone. Compter les sauges en matière de changement climatique c'est compliqué, on ne sait pas bien où ça va, on ne sait pas bien la géographie, donc on a un diagnostic très très clair, très macroscopique, mais dès qu'on est à l'échelon d'une région, c'est beaucoup plus difficile à prévoir. Et deuxièmement, surtout, on ne sait pas dans quel monde on va vivre demain et après-demain. On ne sait pas complètement à quelle sauce on va être mangé. Pour quelle raison ? Là, j'aime beaucoup ce graphique. Il est un peu compliqué, mais en fait, c'est un graphique essentiel pour moi, qui est un graphique qui a été produit par le GIEC.
dans ses rapports 2013-2014, et qui vous montre la chose suivante. C'est une information très désagréable, je trouve. Vous voyez la montée très forte des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez qu'on est en 2010 à peu près 50 milliards de tonnes de carbone équivalent, 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent. Et puis ce que vous voyez après, c'est une série de projections. Donc la grande barre la plus haute, c'est en 2030, et vous voyez 60 en haut, si je ne me trompe pas. 60. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est l'addition des engagements qui ont été pris par tous les pays au moment de l'accord de Paris. Tous les pays du monde, pratiquement, et quelques exceptions près, tous les pays du monde ont fait leur feuille de route pour dire qu'est-ce qu'on fait en matière d'émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. Bon, malheureusement, ça donne un total de 60. Aujourd'hui, on est aux environs de 54. C'est des ordres de grandeur. Enfin, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et pour qu'on soit dans une trajectoire dite 2 degrés, c'est-à-dire une trajectoire telle que l'augmentation de la température moyenne planétaire par rapport au milieu du 19e siècle, soit sous les 2 degrés, il ne faudrait pas qu'on soit excusez-moi, il ne faudrait pas qu'on soit à 60, mais à 40 milliards non, à 40 en 2030. Bon, 40. Donc on a une tendance qui va à 60, alors que ce qu'il faudrait, c'est être à 40. D'accord ? 40, c'est le niveau de 1990. Et ensuite, le 20, dont vous venez de parler à l'instant, c'est 2050. Donc en gros, pour dessiner ça très simplement, il faudrait qu'on fasse une jolie courbe comme ça. Et Jean Jouzel, cet été, a rappelé qu'en gros, on n'avait plus que 3 ans pour inverser la courbe. Il ne faut plus parler d'inversion de la courbe depuis que la célèbre inversion de la courbe du chômage. Mais là, en l'occurrence, c'est extrêmement simple. Ça consiste à dire qu'il faut plafonner les émissions de gaz à effet de serre en 2020, grosso modo, et ensuite descendre rapidement. Plus on décale, plus on continue à croître alors qu'il faudrait décroître, qu'est-ce qui se passe? Plus on a des chances de ne pas du tout être sous les 2 degrés, et ou d'être obligé d'avoir des actions d'une brutalité énorme, donc d'être rattrapé par la patrouille à un moment donné en disant on est sous le stress et il faut y aller extrêmement vite. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré l'accord de Paris et malgré le fait qu'à peu près tous les pays du monde ont signé cet accord, la réalité des actions concrètes et de la manière dont les pays le voient ne nous conduit pas du tout à 2 degrés, et nous conduit plutôt à 3 à 4 degrés. C'est ça la réalité. Et comme le climat qui va nous arriver sur la planète dans les 10 à 20 prochaines années est quasiment déterminé par ce qu'il y a déjà aujourd'hui dans l'atmosphère, ça me paraît tout à fait clair qu'il est très prudent de s'adapter à un changement climatique qui s'accélère. Bon, ça, c'est le côté factuel et concret et très pratique. Si on fait de la rénovation, si on fait du neuf et qu'on ne s'occupe pas de la question très simple qui est que le climat va changer et que d'ailleurs les climatos sont de plus en plus fins dans leur capacité de projection. Si on ne fait pas ça, on risque d'avoir des rénovations qui sont faites à l'envers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer? Là, je vais faire un tout petit peu d'économie, parce qu'il se trouve que je suis économiste. Et évidemment, je ne prétends pas du tout que la question du carbone et la question de l'économie règlent l'ensemble des problèmes. Il y a évidemment des enjeux de formation, il y a évidemment des enjeux institutionnels et des enjeux de coopération. Tout ce qui a été dit là, je ne discute pas 2 minutes et demie de la réalité de ça. Vous êtes bien mieux placé que moi pour le savoir. Vous êtes dans le concret. Moi, je suis un peu en l'air. Néanmoins, l'économie, ça compte. Alors, si je fais un raisonnement extrêmement simple, qui est de dire j'ai des rénovations à 200 € le mètre carré, sur 100 mètres carrés, ça me fait 20 000 €, et que j'ai ma facture de chauffage de 2 000 €, et si je gagne que 50%, je gagne 1 000 € par an, et donc il me faut 20 ans sans taux d'intérêt pour amortir mes 20 000 €. Donc c'est très très long. Donc il y a quand même un problème massif dans le domaine de la rénovation, c'est le fait que le prix de l'énergie aujourd'hui, il est largement pas assez élevé pour que ça devienne très naturel de le faire. Donc évidemment, à chaque fois qu'on parle de ça, d'augmenter le prix de l'énergie, on se fait payer Arthur, parce qu'on se fait appeler Arthur, parce qu'on se dit, mais attendez, vous êtes sympa, mais il y a des gens en précarité énergétique. Oui, on est bien d'accord, sauf que faut séparer les problèmes, comme on dit au pays de Descartes, et si on n'a pas un mécanisme qui permet de rentabiliser les actions de baisse d'énergie, et notamment de baisse de carbone, je vais faire la différence dans 2 minutes, alors ces opérations seront toujours extrêmement dures à rentabiliser. Si elles sont extrêmement dures à rentabiliser, elles sont dures à
à générer, à entraîner, parce que les ménages ont d'autres priorités, même s'ils nous regardent, comme ça a été dit tout à l'heure, avec intérêt. Et c'est aussi qu'ils ont des contraintes financières et que aussi ils calculent gentiment. Nous ne sommes pas tous rationnels, mais quand même un peu, ça compte. Et donc la question du prix du carbone, je pense qu'il y a un gros consensus au sein de la communauté des économistes pour dire que tant que ça, c'est pas en place à un niveau suffisant, on aura quand même beaucoup de mal à accélérer les actions. Alors il y a dans le rapport qu'on a fait l'année dernière pour Madame Royal avec Gérard Mestral et Pascal Canfin, on a remis 3 propositions. Une a été retenue, c'est celle de créer une commission internationale de haut niveau présidée par Nicolas Stern et Joseph Stiglitz, qui va rendre sa copie au moment de la conférence sur le financement du climat le 12 décembre, qui est organisée par le président de la République. C'est relativement important parce que ça envoie un message très global, très international sur le fait qu'on a bien compris que c'est les gaz à effet de serre qui sont le sujet, et c'est ça que ça dit, le prix du carbone. Et qu'en mettant un prix à ces pollutions-là, on encourage absolument tout le monde à réduire massivement ces émissions de gaz à effet de serre. Et dans l'autre sens, et de l'autre côté, il a été question de lobby tout à l'heure. Certes, il y a des lobbies, je suis assez bien placé pour le savoir parce que je travaille essentiellement avec des lobbies. Hein. La grande clientèle de Carbone 4, c'est les 2 tiers du CAC 40, donc c'est tous des lobbies. Puis moi, je dois être un lobby aussi, quelque part, un lobbyiste. Et certes, il y a des lobbies, mais d'un autre côté, dès que vous avez un prix du carbone qui est un peu significatif, ces fameuses grandes entreprises, elles se motivent, elles se disent, tiens, ça me permet de rentabiliser des solutions. Je prends juste un exemple pour me faire comprendre. Suez, et je prends un exemple concret, très précis, et intervient dans les secteurs de la méthanisation. Prenons un exemple, vous êtes au Maroc, vous avez des décharges sauvages qui méthanisent à tour de bras. Vous faites des travaux qui permettent d'éviter que le méthane parte dans l'air, et ce méthane, ensuite, vous le récupérez, soit pour en faire de l'énergie, soit pour le torcher, tout simplement. Bon, ça fait des économies de carbone extrêmement importantes. Si vous avez un prix au CO2, donc un prix au méthane, ces opérations-là deviennent vite rentables, et donc elles deviennent faites, tout simplement, parce qu'elles sont rentables. Donc le prix au carbone, ce n'est pas un truc punitif, comme avait l'habitude de le dire Madame Royal, c'est un truc qui valorise les actions positives qu'on va faire. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement important. Actuellement, dans le cadre des discussions franco-allemandes et en fait plus généralement d'Europe de l'Ouest, il y a un sujet qui est à l'ordre du jour, qui est de mettre aussi un prix au carbone sur l'électricité. C'est un mécanisme qui a été mis en place par l'Angleterre. Il y a un marché européen de CO2, je crois que tout le monde le sait à peu près, mais tout le monde sait aussi à peu près qu'il ne fonctionne pas très bien, qu'il délivre un prix du carbone qui est très bas, 5 € la tonne de CO2. C'est très insuffisant pour que l'Europe accélère la décarbonation générale de son économie. Sur l'électricité, il suffirait d'avoir un surprix, une petite surtaxe, tel que le prix monte à 20-30 € la tonne de CO2, pour faire passer les opérations de production d'électricité qui sont faites actuellement au charbon, pour les faire passer au gaz, qui est, comme tout le monde le sait, 2 à 3 fois moins carboné que le charbon. Donc vous voyez que cette affaire de prix du CO2, c'est des effets extrêmement massifs, avec des notions de prix qui ne sont pas si importantes que ça. Donc mes 2 premiers points sont simples, hein, c'est qu'on n'y est pas du tout en matière de lutte contre le changement climatique. Malheureusement, il va falloir s'adapter. Et deuxièmement, il ne faut pas avoir peur de mettre en place des signaux économiques qui permettent de rendre les opérations rentables. Alors, là, une petite photo de publicité pour le ministre actuel. Donc, un tout petit point sur les mesures qui ont été annoncées. La neutralité carbone en 2050. Je vais un petit peu insister là-dessus. Je vous laisse lire le reste parce que je pense qu'il y a des mesures que vous connaissez à peu près tous. Hein, les chèques énergie étendus, le CITE est transformé, le C2E. Peut-être un mot sur le C2E parce que je vais revenir beaucoup sur les histoires de fuel et de gaz dans ma présentation au pas de course. Mais j'y reviendrai un petit peu. On a comme un sujet important dans cette affaire d'énergie, c'est qu'on a encore beaucoup de logements en France qui sont chauffés au fioul. C'est quand même un gros problème, parce que d'une part, d'un point de vue sûrement de réflexion globale, le pétrole est un matériau qui a des qualités absolument exceptionnelles, et donc c'est incroyable de l'utiliser pour chauffer.
c'est vraiment tout à fait incroyable. Deuxièmement, en termes d'émissions de CO2, c'est un des moins performants pour l'habitat. Donc le côté, la traque qui doit être faite quand on fait de la rénovation, évidemment le neuf c'est encore plus évident, mais dans le neuf c'est moins un problème aujourd'hui, elle est importante sur l'affaire du fuel. Et donc c'est pas mal de ce point de vue-là qu'un certain nombre de mesures soient prises pour faciliter le remplacement de la chaudière au fioul. Vous savez sans doute tous, hein, les uns et les autres, que quand on parle de précarité énergétique, alors je ne sais pas si les statistiques sont vraies en Bourgogne, mais au niveau national, il n'y a pas de débat beaucoup là-dessus, il n'y en a pas. C'est que la majorité des personnes qui sont en situation de précarité énergétique, ce n'est pas des gens qui sont dans un logement social, c'est des gens qui sont plutôt dans des logements anciens, très mal isolés, et avec précisément un chauffage au fioul, parce qu'ils sont loin de partout, ou loin de nulle part, je ne sais pas comment on dit. Et donc, ils sont au fioul et ils sont collés parce que ça coûte très cher de remplacer ces opérations-là. Alors, je voudrais dire un mot sur la neutralité. Là, j'insiste un tout petit peu aussi, parce que c'est relativement nouveau, hein, c'est une annonce du ministre cette année. La notion de neutralité carbone, elle a fait son apparition dans l'accord de Paris. C'était pas quelque chose qui était à l'ordre du jour dans toute la série des accords climat antérieurs, ni notamment tout ce qui était sous le régime de Kyoto. Alors, je vais vous dire, c'est complètement théorique cette histoire de neutralité carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, entre nous soit dit, c'est aujourd'hui très utilisé par les fameux lobbies pour montrer qu'ils sont plus verts que verts. Cela étant, il y a une vraie réalité dans cette affaire de neutralité carbone, c'est que si on veut, j'ai dit que c'était très difficile, hein, on n'était pas du tout à la vitesse suffisante, mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher. Hein, on ne lâche rien, on ne lâche pas l'objectif, juste on est réaliste et on sent que c'est compliqué, qu'il va falloir accélérer. Si on veut atteindre cet objectif de 2 degrés, il va falloir qu'on soit neutre carbone avant la fin de ce siècle. On va dire 2070 pour dire un chiffre. Neutre carbone, ça veut dire que les émissions de CO2 qui sont parties dans l'atmosphère, il va falloir qu'elles soient restockées par la biomasse, par tout un tas, qui peut être aussi une biomasse marine, hein, parce que vous savez, les mangroves, tout ce qu'on appelle le blue carbone dans les rivages, ça stocke aussi du CO2. Et donc la neutralité carbone, c'est ça que ça veut dire. Donc là, vous voyez un truc qui est très imagé, qui est qu'à ce stade, vous avez des grandes roues, c'est les émissions, là, qui sont séparées en fonction des secteurs d'activité. Et puis on veut d'une part que la roue devienne de plus en plus petite, hein, c'est ça le facteur 4 en gros, hein. Mais il faut aussi, simultanément, que les capacités de captage du CO2 s'accroissent au fur et à mesure. Alors, dans le concept réel de neutralité carbone, il n'y a pas tout à fait que ça. Il y a aussi le fait de, est-ce qu'on est capable ou non de faire du captage-stockage géologique, hein, donc au lieu de balancer le CO2, on le capte aux sorties de centrales et puis on le remet sous terre. Je suis moins optimiste que d'autres sur ces technologies qui sont difficiles, qui n'ont pas totalement fait leurs preuves. Alors le rapport entre les enjeux de neutralité carbone et les enjeux de logement et de bâtiment sont relativement évidents. Ça veut dire un truc, pour commencer, c'est que la biodiversité dans les villes, c'est pas qu'un truc de bobo. Hein, c'est ça que ça veut dire. Le truc de bobo, c'est chacun a sa petite ruche là, dans le 16e arrondissement, donc c'est formidable, on peut en parler dans les dîners en ville. Le sujet n'est pas là, hein. Le sujet c'est de reconquérir de la biodiversité, de reconquérir de la biomasse. Hein. Et donc ça veut dire que quand on va penser logement, quand on va penser construction, mais aussi quand on va penser réhabilitation, quand on va penser rénovation, il faut absolument penser à la question des espaces verts, d'abord parce que c'est quelque chose d'agréable, hein, j'adore les espaces verts de mon côté, mais aussi parce qu'il faut continuer à reconstruire, hein, c'est ça qu'il faut faire, notre biomasse. Il y a aussi des enjeux en termes énergétiques, j'en parlerai dans 2 minutes. Le deuxième point, alors là, je pense que c'est très embêtant, mais ça veut dire qu'il faudrait quand même arrêter, d'artificialiser notre pays. Hein, un département tous les 10 ans, je pense que ce truc-là est toujours aussi vrai. On a un vrai problème de politique de territoire en France. Donc si on n'arrive pas à faire facteur 4, c'est-à-dire si on n'arrive pas à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et si en plus on réduit en permanence nos capacités de stockage, j'aime autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de chances d'arriver à cette neutralité carbone. Donc de ce point de vue-là,
La neutralité carbone telle qu'elle est présentée par ce gouvernement, c'est un défi de plus, certes, mais c'est, je pense, une très très bonne idée de se donner ça comme horizon. Alors, maintenant, je vais parler de 2-3 choses qui fâchent un petit peu. La première chose qui fâche vraiment clairement, c'est le manque de visibilité, le manque de vision et le manque de projection qu'on a aujourd'hui en France sur la politique publique en matière d'énergie. Bon. C'est, je crois, relativement simple et clair à expliquer. Moi, j'ai présidé le comité des experts du débat national sur la transition énergétique en 2013. On avait quand même beaucoup d'espoir sur le fait qu'il y aurait une feuille de route, au moins à la fin du quinquennat, sur quelles sont les énergies qu'il faut développer, comment tout ça va se dérouler. Il ne s'agit pas d'une planification soviétique, il s'agit d'avoir des horizons un peu clairs. Et clairement, malheureusement, c'est très clair qu'on n'a pas la clarté qu'on voulait. Donc on a une stratégie nationale bas carbone, si je peux vous la montrer, elle est là, toc, avec des grandes étapes, avec là vous avez du bleu, le pétrole, du bleu clair, du gaz, et puis ensuite du charbon. Ça montre quand même une chose importante. Et puis vous avez les grandes années, les périodes. Hein, c'est des périodes de budget carbone. On a imité ça des Anglais. C'était d'ailleurs un résultat du débat sur la transition énergétique. On a dit qu'il faut avoir des phases des grandes étapes de budget carbone pour voir comment on va et comment on fait pour faire ce fameux facteur 4. Alors la caractéristique de la France, elle est vraiment très très claire aujourd'hui, c'est que nos grosses consommations qui émettent du CO2, nos grosses énergies, c'est le pétrole, le gaz et un poil de charbon. Le charbon, c'est dans quelques centrales électriques dont le gouvernement a décidé qu'elle serait fermée avant la fin du quinquennat. C'était un engagement du président de la République et c'est un élément de planification qui est décidé. Ça ne va pas être simple parce qu'il y a des emplois en jeu, évidemment, et donc les collectivités locales concernées, les bassins d'emploi concernés n'ont pas du tout envie de faire ça, ce que je comprends très bien. Mais disons que le charbon en France est un tout petit sujet, contrairement à la majorité de l'Europe. Il y a un énorme sujet charbon en Allemagne, il y a évidemment un gros sujet charbon en Europe de l'Est. Si on s'occupe de la question du prix de l'électricité et de mettre du CO2 sur le prix de l'électricité, c'est pour avoir un mouvement européen sur la question du charbon. En France, le charbon reste relativement marginal. Donc le vrai sujet en France, c'est vraiment simple, c'est le pétrole, du point de vue du climat. On a un problème avec le nucléaire, mais ce n'est pas un problème de climat, c'est un problème de nucléaire. Donc on peut discuter longtemps de ce sujet-là, évidemment, mais il faut bien séparer les deux sujets. Sinon, je pense qu'on risque de ne pas arriver très très loin. Donc le problème en matière de climat et en matière d'émissions de CO2, c'est d'abord et avant tout le pétrole, puis le gaz. Alors le pétrole, s'il veut bien suivre... Ce qui est souvent pas bien connu, c'est ces deux chiffres-là que je soumets à votre réflexion. Le pétrole, c'est beaucoup du transport, mais c'est un peu du logement, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a 15% des bâtiments qui sont concernés, qui utilisent du pétrole. Le gaz, c'est déjà plus utilisé dans le bâtiment que la part relative du pétrole, puisque le pétrole, c'est vraiment beaucoup de la mobilité. Donc évidemment... comme le pétrole, c'est beaucoup de la mobilité. Le sujet du pétrole, c'est d'abord une question de mobilité. Le lien entre mobilité et logement, il est clair pour tout le monde, je pense. C'est des problèmes d'aménagement du territoire. Et donc, c'est évident qu'il faut faire attention quand on fait de la rénovation à deux choses. Il faut faire attention à la localisation de l'objet qu'on rénove, pour des raisons d'adaptation, de résilience. Rénover des bâtiments dans des zones qui sont cuites, entre guillemets, c'est pas une bonne idée. Et c'est aussi très important en termes de mobilité et d'organisation urbaine. Bon, ça, c'est le pétrole. Mais le gaz, qui est vu par beaucoup de gens comme une énergie de transition, parce qu'elle est moins émettrice de CO2 que le charbon, elle est moins émettrice de CO2 que le pétrole, ça reste une énergie de transition. Donc une énergie de transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2050, si on veut vraiment être neutre carbone en France, d'une part, et plus généralement dans le monde être neutre carbone, c'est-à-dire qu'il va falloir que le gaz soit la portion congrue. Donc typiquement, qui servent... Alors je ne parle du gaz fossile, je ne parle pas des biogaz, je ne parle pas du gaz qui serait lié à la transformation
de plantes et de la biomasse. Donc ça, c'est pas ça dont je parle. Moi, je parle du gaz fossile. Et donc, le gaz fossile, il faut qu'il soit ramené à la portion congrue. Donc, ils servent, par exemple, dans les réseaux électriques pour assurer les questions de stockage et les questions d'équilibre du réseau. Mais donc, il va bien falloir attaquer ce sujet du gaz dans le bâtiment un jour ou l'autre. Il va falloir se dire, attention à ne pas mettre tout le monde dans une impasse, parce que les investissements dans le bâtiment, les investissements dans les moyens de chauffage, c'est des investissements assez longs. Et les gens sont collés. Et donc, si on leur met trop vite des solutions qui ne sont pas pérennes, ce n'est pas une bonne idée pour personne. Alors maintenant, j'ai pratiquement terminé ma petite présentation d'ouverture. Évidemment qu'on parle ici de rénovation et qu'on a bien raison de parler de rénovation. Bon, j'aime bien ce chiffre, hein, c'est un ordre de grandeur, mais j'aime bien ce chiffre que je vais vous faire voir si vous le... ce chiffre-là que j'aime bien, c'est le 75%. Hein, c'est-à-dire que vous vous projetez en 2050, vous regardez les logements qui existent en 2050 et vous apercevez que 75% d'entre eux existent déjà aujourd'hui. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la facture énergétique de 2050, elle dépendra beaucoup de la performance énergétique des bâtiments existants aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Bon. Alors, le deuxième message est beaucoup plus politique. On voit très bien qu'on a du mal, ça a été dit en introduction, tous ici, vous le savez mieux que moi, on a du mal, c'est difficile, c'est coûteux. Un tout petit chiffre hein, pour situer les ordres de grandeur, hein, 20 000 euros par logement fois 30 millions, ça fait 600 milliards. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Hein. Donc on voit qu'on a du mal. Donc je pense qu'il faut, moi je pense, hein, c'est une opinion et on pourra la partager, la discuter, je veux dire. Je pense qu'il ne faut pas faire d'excès de zèle sur le neuf. Le personnel politique, là je vais être un peu taquin, le personnel politique a tendance à survaloriser sa communication sur le neuf. Parce que c'est très sympa, enfin, c'est plus sympa d'inaugurer un bâtiment neuf, c'est très sympa de montrer des panneaux solaires, de raconter que le bâtiment est positif. Tout ça, c'est extrêmement, c'est très très bien. Sauf que notre sujet, il n'est pas là. Le sujet, si on veut être neutre carbone à la fin, au milieu de ce siècle, et si on veut que les logements ne soient pas trop coûteux, en facture énergétique, parce que personne ne sait que devient le prix de l'énergie demain matin, on a vraiment intérêt à s'occuper de l'existant et à mettre massivement nos efforts à rattraper notre retard sur l'existant plutôt qu'à faire de la suroptimisation sur le neuf. Alors, en conclusion, moi j'ai deux petits slides de conclusion, un pour l'ensemble des acteurs et un à destination du monde politique. Alors, sur nous, les acteurs, je pense que je les ai déjà dit, hein, je les résume. La localisation, ça reste un sujet, et j'insiste un tout petit peu, hein, même en matière de rénovation. Hein, même en matière de rénovation. Hein. Alors, la localisation, c'est l'endroit où est le bâtiment. Alors, si on est en Bourgogne, je suppose qu'il n'y a pas trop de drames, mais vous voyez qu'il y a des submersions marines dans le sud-ouest, il y a des submersions marines dans l'ouest. Bon. Faire des travaux de rénovation lourds et compliqués dans des régions et des villes où on a fait l'erreur de construire, et où c'est une erreur de continuer, il vaut mieux cesser de persister et de signer, parce que ça coûte une blinde, excusez-moi de ce terme, et on va se mordre les doigts d'avoir continué à investir dans des endroits où il valait mieux pas. Entre nous, hein, pour qu'on soit bien clair aussi, c'est un enjeu mondial. L'enjeu des habitants côtiers sur cette planète, il y a un enjeu absolument colossal. L'enjeu des actifs, je travaille beaucoup avec des investisseurs qui ont beaucoup d'actifs au bord des mers, c'est un enjeu terrifiant, parce que tout le monde voit arriver les hausses moyennes du niveau de la mer, plus les submersions marines. Ça va coûter très très cher. Ça a des investissements colossaux d'arriver à isoler ça des conséquences du changement climatique. Bon, l'adaptation, j'en ai parlé, je ne le redis pas. Sur la rénovation, alors Olivier est là, donc vous aurez l'occasion d'en reparler, donc je parle d'Olivier Sidler, bien sûr. On a un débat très fraternel, éternel, et je pense qu'on n'a pas fini de l'avoir, entre deux options qui sont assez différentes. Hein. L'option des gestes rapides, l'option de la rénovation active, l'option qui veut dire que dans les écoles, on peut aller vite à quelques économies rapides en mettant des régulateurs et en faisant pas tant que ça de rénovation lourde de l'enveloppe. Ça, c'est la première option.
Puis la deuxième option, c'est on fait une rénovation profonde du premier coup et on a des niveaux de performance qu'on arrive à garantir parce qu'on a fait tous les gestes, on n'a pas de pont thermique dans tous les coins. Donc je cite l'expérimentation d'Aurémy parce que ça m'a beaucoup convaincu. Et il est vrai que dans certains cas de figure, si on arrive à faire ça, c'est-à-dire si on arrive à avoir une chaîne d'artisans de bon niveau et on arrive à sortir une performance réelle et quasi certifiable, à ce moment-là, on va avoir des banquiers qui vont nous dire « Ah, votre truc, là, c'est pas juste du fun, quoi. » J'ai une forme de garantie derrière. Le banquier, aujourd'hui, il traite la rénovation comme une dépense de consommation. Parce que un prêt immobilier, j'ai un bien, j'ai donc une hypothèque, j'ai une forme de garantie. La rénovation, c'est pas dans la même catégorie. Je pense que c'est un des obstacles importants. J'espère qu'il n'y a pas trop de banquiers ici, mais enfin, en tout cas, même si là, je leur en parle très gentiment. Les grandes banques nationales françaises sont pas très actives, c'est moins qu'on puisse dire, sur la question du financement de la rénovation énergétique. Je pense qu'il y a donc un débat autour de cette affaire de niveau de performance qu'on vise. Et dernier point, toujours entre nous, mais je dis quelque chose où je suis sûr que vous êtes beaucoup plus convaincus que moi encore de ce que je dis, c'est que j'ai beaucoup parlé de climat. Les économistes du climat sont tous très convaincus du fait qu'il ne faut pas vendre le climat. Il faut vendre les co-bénéfices. Il faut vendre la pollution, le gain en pollution urbaine, il faut vendre entre guillemets, il faut vendre le gain budgétaire, il faut vendre tout ce que permet cette lutte contre le changement climatique. Parce qu'en tant que tel, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, un peu, et qui dépasse beaucoup l'intérêt particulier. Donc on est certainement, certains d'entre nous, à vouloir être très très vertueux, mais il ne faut pas compter trop là-dessus si on veut avoir des trucs de masse. Alors, il y a un débat entre énergie et carbone. C'est pas exactement la même chose. C'est pas tout à fait la même chose d'avoir un bâtiment bas carbone et un bâtiment basse énergie. Bon. Si on est drivé par la lutte contre le changement climatique, il faut aussi s'occuper du carbone. La réglementation thermique actuelle ne s'occupe pas de ça. Les expérimentations, donc au plus c'est moins, sont en train de s'occuper de ça. Il faut la regarder de près parce que je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui sont un peu perdus sur les questions de réglementation. C'est en train de bouger assez vite. Et donc le message là, c'est que manifestement, on va travailler vers un peu plus de prise en compte du sujet carbone. Un deuxième message, c'est qu'on est en France, très sur l'énergie primaire et pas sur l'énergie finale. Donc là, je parle aux spécialistes. Je pense qu'il faudrait que ça bouge un peu rapidement parce que ça n'envoie pas le bon signal et la bonne information en matière de carbone. La précarité, vous avez vu dans les annonces du gouvernement, il y en a une qui a marqué absolument tout le monde, je pense. C'est les 7 millions de logements qui génèrent de la précarité énergétique qui doivent être rénovés dans les 10 ans. C'est un bon objectif, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, on a des progrès de la prise de conscience politique que c'est vraiment important d'attaquer le sujet par là. Il y a des mesures qui sont prises. Je pense quand même qu'on est loin du compte, pour être très honnête. Et dernier point, je pense qu'il faudra, enfin avant-dernier point, je pense qu'il faudra appeler un chat et qu'il faudra parler un jour de choses très désagréables comme l'obligation de la rénovation, et notamment au moment de la cession des logements. C'est désagréable parce que personne n'a envie de rendre des choses comme ça obligatoires, sauf que c'est un moment idéal, c'est un moment où il n'y a pas d'habitants, c'est un moment où il y a en général du financement, c'est un moment où de toute façon on fait des travaux dans la maison, donc il y a des artisans, donc c'est un moment d'optimisation très clair en termes économiques. Donc je pense que c'est difficile, compliqué, ça fait des années qu'on en parle, même dans le tertiaire où il y a moins de problèmes politiques, ça a du mal à bouger. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et dernier point pour conclure, il y a une annonce assez récente d'un plan d'investissement et je pense que c'est important de regarder dans les semaines qui viennent, de discuter un peu en profondeur avec les acteurs qui sont à la manœuvre pour savoir ce qu'il y a dans le coffre fort de ce plan d'investissement. Et pour le moment, moi, à titre personnel, je n'en sais rien. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Alain Grandjean. La parole va être à vous.
largement et abondamment, donc n'hésitez pas à en profiter. Le temps que vous peaufiniez vos questions, j'ai peut-être juste une petite demande de précision pour Alain Grandjean. Vous avez beaucoup parlé du prix du carbone, du prix carbone, et j'aimerais peut-être que vous fassiez un lien direct entre cette question du prix carbone et la rénovation. Comment est-ce que ça peut influer ? Merci de me poser cette question. Les énergies qui sont utilisées pour chauffer un logement, c'est soit du pétrole dans les quelques maisons, mais il y en a encore beaucoup, qui sont chauffées au fioul, soit dans le gaz, soit dans l'électricité. Puis après, il y a des autres sources de chauffage, il y a du bois, et puis il y a pas mal de groupes de maisons qui peuvent être, ou de logements qui peuvent être chauffés avec des réseaux de chaleur. Ce que fait le prix du carbone, c'est qu'il donne un prix à la partie contenue en CO2 de chacune de ces sources d'énergie. Donc ça veut dire qu'il augmente relativement plus le pétrole, relativement plus le charbon, mais il n'y en a pratiquement plus dans le chauffage, mais relativement plus le pétrole que le gaz, que les autres moyens qui sont bas carbone. Et donc du coup, ça incite tout le monde à sortir de ce qui est le plus coûteux pour aller vers ce qui est le moins coûteux. Et c'est plus efficace de faire ça, d'abord c'est possible, puisque c'est à la main de la puissance publique de créer ce type de fiscalité. Et c'est plus efficace que d'attendre que le prix de l'énergie augmente. Donc je vais vous le faire encore autrement et dans l'autre sens. À une époque, on croyait tous, je n'étais pas le seul à croire ça, je croyais qu'on allait dans un monde où l'énergie serait de plus en plus coûteuse. Bon, j'ai fait un point hier avec l'un des membres du COMEX de Total. C'est pas du tout là-dessus qui se base, Total. Pas du tout. Ils sont plutôt sur des scénarios assez longs de prix du pétrole plutôt bas. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour la rentabilisation des opérations de rénovation, parce que vous faites très peu d'économies, puisque c'est très peu cher. Donc on peut rêver que demain matin l'énergie soit plus chère. En fait, il faut la rendre plus chère. Après, évidemment que le sujet, c'est que c'est antisocial, que c'est etc. Mais donc là, on discute à ce moment-là des autres moyens pour traiter ces sujets-là. Mais si on n'envoie pas un signal économique, c'est tout à fait sûr que massivement, les opérations ne se feront pas. Mais alors, j'ai une autre petite question un peu provocante, mais est-ce que c'est parce que vous êtes un économiste que vous avez un petit biais qui fait que vous ne parlez pas de ce qui ne coûte rien et ne rapporte rien, mais rapporte beaucoup, en fait, c'est les économies d'énergie? Je ne parle que de ça. Je ne parle que de ça. Je ne vous ai pas entendu, vraiment. Ah ben oui, parce que je l'ai dit avec mes mots. Alors, je vais vous le formuler comme ça. On a fait un jour le bilan carbone du français moyen. Et puis, on a fait des tests en disant... Voilà, donc il y a de la consommation, par exemple, on mange beaucoup de viande, ça émet beaucoup de méthane, donc c'est très mauvais pour le carbone. On achète des produits divers et variés, tous ces machins-là, c'est bourré de carbone. Si vous faites des efforts, de combien vous allez réduire ce bilan carbone? Bon, et le sondage, ça montre qu'avec des efforts, on fait 5 à 10% de gains, parce que c'est la vie. Le deuxième sujet, c'est que si on veut vraiment faire baisser considérablement nos émissions de CO2, il faut changer les structures. Donc dans le logement, ça veut dire rénover le logement. Et à ce moment-là, on a une machine, un système qui consomme beaucoup moins. Et là, on est économe. Mais croire que l'économie, c'est issu de la vertu, c'est croire à quelque chose qui n'est pas très réaliste. Parce que d'abord, il y a plein de gens qui aimeraient bien se chauffer plus si ils ont froid dans leur logement. Donc si vous leur demandez de faire des efforts d'économie d'énergie, bien sympa. Mais moi, j'ai déjà 14 en hiver. Donc les efforts, c'est no way. Et puis, deuxièmement, il y a un effet qui est très très connu par tous les professionnels qui sont ici, qui est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc vous faites de la rénovation, c'est formidable, sauf que derrière, si la facture de chauffage baisse très fortement, vous ne faites plus aucun effort de gestion courante. Donc Negawatt, à qui je vais encore faire une publicité, a l'habitude de dire qu'il faut allier sobriété et efficacité. Et c'est bien ça dont il est question. On est bien obligé d'avoir de l'efficacité, et l'efficacité ça coûte, c'est des actions, c'est les travaux, c'est des questions de localisation, c'est tout ça. Et la sobriété, c'est que, toute chose égale par ailleurs, on fait un effort pour ne pas gaspiller n'importe comment. Merci beaucoup. Alors, là, on a un dilemme assez cruel, c'est que c'est déjà l'heure des ateliers.
Mais je voudrais quand même m'assurer, est-ce qu'il y a des questions qui sont des questions vraiment auxquelles vous tenez énormément, auquel cas on va en prendre quelques-unes tout de même. Oui. Bonjour, Bernard Laboré, donc président de la Fédération du bâtiment régional. Je partage complètement tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, il n'y a aucun souci. À quelques bémols près, mais ça c'est des choses qu'on mettra au point en travaillant tous ensemble. Il y a une chose qui était un petit peu oubliée ou passée à l'as. Aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de qualité de l'air. Il y a eu 1er janvier 2018, il y a des obligations dans les écoles, notamment, vous avez parlé des écoles, mais aussi de la qualité de l'air dans les appartements, dans les maisons. Et si vous voulez, on va plus renouveler l'air. Donc on peut dire qu'on va jeter plus de calories dehors. Donc là, il y a aussi des systèmes qu'il va falloir mettre au point, enfin qui sont déjà au point, mais il ne faut pas l'oublier dans la rénovation énergétique, à mon sens. Oui. Dites-moi si je me trompe. Non, bien sûr que non. De toute façon, vous avez plus raison que moi sur ces sujets-là, parce que je leur dis, c'est vous les professionnels, c'est pas moi. Je vous ai dit en entrée de jeu que je ne pouvais pas traiter l'ensemble de la complexité du sujet. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cité ce point en tant que tel. Cela étant, on est quand même bien d'accord que tout ce qui concerne les histoires de ventilation, de ventilation mécanique contrôlée, de ventilation double flux, c'est bien un sujet qu'on est obligé d'aborder quand on est en train de traiter une rénovation un peu lourde, et que de ce point de vue-là, la question de la qualité de l'air, elle est simultanée. Bon. Et donc ça me paraît évident que c'est un sujet à intégrer, comme d'autres, d'ailleurs, parce que là, on parle de rénovation énergétique, mais évidemment, quand on fait de la rénovation, il y a la question des peintures, il y a la question de la toxicité, et tous ces sujets-là vont ensemble. J'insiste un petit peu sur un point, c'est que j'ai employé un terme un peu compliqué, qui est le terme de co-bénéfice. Je pense que si on arrive à convaincre les uns et les autres, chacun d'entre nous, qu'un logement convenablement raisonné sur l'ensemble des dimensions de la rénovation, il est plus confortable, il est moins coûteux et il a une qualité sanitaire qui est bien meilleure, je pense qu'on est plus convaincant que juste si on dit grâce à toi, on va sauver la planète. Parce qu'en fait, entre nous, on n'y croit pas un instant. On pense que c'est la faute aux Chinois. Ou aux Américains. Les eaux tombent bon dos, toujours. Ouais, toujours. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même, maintenant, quand on fait de la communication sur la rénovation énergétique, je pense qu'il faut mettre aussi en avant la qualité de l'air, parce que chez le particulier, si vous voulez, alors il est loin de tout ça, lui il bouche les entrées d'air dans sa maison, dans son appartement, enfin, il fait le contraire de ce qu'il faut qu'il soit fait, pour faire des économies d'énergie, Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Merci. Gilles Garbi, architecte. Ma question est très simple. Elle porte sur le rôle, selon vous, quelle est la situation des conseils régionaux en France ? Quelle est leur marge de manœuvre, compte tenu des moyens assez limités dont elles disposent, et compte tenu de la politique nationale faite dans ce domaine. J'ai conclu ma présentation par le fait que je cherchais le coffre-fort. Donc c'était évidemment une allusion à cette affaire-là. Donc on voit bien. Enfin moi j'aurais souhaité et je poussais extrêmement fortement il y a quelques temps. Et là maintenant il y a un gouvernement qui a pris un certain nombre de décisions pour qu'on associe la notion de plan de relance macroéconomique avec la notion de plan de relance de ces sujets-là dans le secteur du bâtiment, parce que c'est un des sujets les plus capitalistiques qui soit. On dit souvent le logement c'est 40% de la consommation énergétique finale en France, c'est considérable et les besoins de financement sont considérables, et comme on n'a pas arrêté de le dire, ils ne sont pas tout à fait à la marge, à la maille des propriétaires souvent. Et donc on a besoin des relais de politique publique. Et donc j'espère bien, mais là c'est un espoir, c'est pour ça que j'ai conclu par une note d'attentisme, j'espère bien qu'on va mettre en place et qu'on va réussir à avoir un peu d'inventivité pour qu'il y ait beaucoup d'effets de levier de ce qu'il y a quand même dans ce plan d'investissement, à ma connaissance, de manière à créer des mécanismes qui
qui ramène, grâce à un peu d'argent public, de l'argent privé sur ces opérations-là. Mais la deuxième remarque est totalement évidente, hein, c'est que quand on regarde les dépenses publiques historiques en France depuis 20 à 30 ans, on a une tendance très forte à ne pas du tout assez investir, y compris dans le patrimoine. Donc ça veut dire qu'on fait des arbitrages de fait entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Donc moi je pense que, et donc Pisani-Ferry l'avait bien compris, hein, puisque c'est un économiste, et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre dans le programme de Macron, il avait poussé ce grand plan. Aujourd'hui, la contrainte qui est imposée aux finances publiques ne me paraît pas de nature à nous aider à régler nos problèmes. Alors on a une... Pardon. C'est Marie-Guide Dufay. Une petite seconde, on va peut-être vous passer un micro parce que sinon vous n'allez pas être entendu. Il y a également une intervention au fond de la salle, mais Marie-Guide Dufay voudrait intervenir et Pierre Grosset aussi, me semble-t-il. Non, Marie-Guide Dufay, d'accord. Donc juste... Attendez, le micro arrive. Juste, oui, effectivement, vous avez raison. Les moyens des conseils régionaux, ils sont peanuts par rapport à l'étendue des besoins qu'on a à combler. Et du coup, le principe de l'intervention de la puissance publique, et en l'occurrence là d'un conseil régional, va pas être d'amener des financements sur l'ensemble de la rénovation. Je crois que le sujet, c'est vraiment de pousser, c'est d'impulser, c'est de faire comprendre à la population qu'il faut aller de l'avant, hein. Et pour cela, il faut donner quelques gages au départ, hein. Donc l'idée pour nous, c'est d'amorcer, de pousser à ce que la population fasse des audits énergétiques, soit accompagnée dans la prise de décision, hein. Et puis après, c'est tout un travail avec le secteur privé. Et effectivement, monsieur vient de parler de partenariat public-privé. Le rôle de la puissance publique, c'est d'amorcer. Et puis après, il y a quand même un vrai sujet, c'est quand même les citoyens qui payent la plupart, la rénovation. C'est le citoyen, et le citoyen, il va dans les banques pour se faire prêter de l'argent, et ça a été dit aussi, les banques, elles ne sont pas très avenantes. Et là, la puissance publique, elle peut jouer, parce qu'elle peut amener de la garantie. On peut aussi pousser à des systèmes de tiers-financement, qui sont quand même assez développés en Allemagne, et qui ne sont pas beaucoup chez nous. Donc, ce n'est pas de l'intervention directe du conseil régional qui n'a pas les moyens, effectivement, de financer toutes les rénovations. C'est vraiment de l'impulsion, hein. C'est de l'impulsion au départ, sur les audits et l'accompagnement des audits pour la prise de décision. Et puis, c'est de l'impulsion auprès du secteur bancaire pour que le secteur bancaire s'engage plus. On peut amener des garanties. On peut pousser un système de tiers-financement. Voilà. Mais c'est vrai que les moyens des conseils régionaux sont très réduits. Il n'empêche, on peut quand même faire bouger les lignes. Merci. Est-ce que vous voulez prendre la parole au fond de la salle et puis vous serez le dernier parce que sinon... qui... J'avais une question. Non, c'est pas grave. J'avais une question, un témoignage. Je regrette qu'on n'ait pas du tout parlé des espaces info-énergie, parce que quand on a des conseils à recevoir sur le plan rénovation ou énergie renouvelable, l'ADEME, qui est le premier porteur des espaces info-énergie qui sont dans tous les départements, vous conseille gratuitement, et puis vous pouvez venir avec des devis et demander l'avis à des conseillers des espaces info. Je pense qu'il faut en parler. Vous avez évidemment raison, mais enfin, on n'était pas là non plus pour faire la liste de toutes les possibilités. Oui, mais c'est un moyen de communication et de conseil important. Absolument. Deuxième point, comme je dis, la communication. Il y avait monsieur qui avait demandé la parole. Il faudrait que les FR3 fassent des reportages régulièrement pour parler de l'intérêt de faire de la rénovation. Parce que moi, j'ai répondu au programme à projet Ephilogie. Donc, j'ai fait une rénovation de 2 logements. Monsieur. Je produis plus d'électricité que je n'en consomme avec des panneaux solaires, et je produis mon eau chaude avec des panneaux solaires faute thermique. C'est très bien. Je me chauffe au bois en faisant la fouage. C'est très bien. Merci. C'est un choix personnel. Donc, est-ce qu'on peut maintenant passer le micro, s'il vous plaît, à monsieur qui gentiment l'a cédé tout à l'heure, et voilà, et qui sera le dernier à s'exprimer pour cette séance plénière, puisque les ateliers nous attendent. Oui, merci bien. Bruno Georges, OTI-CTF. Merci d'avoir abordé la solution sous le registre de l'économiste. Un économiste, généralement, il est assez à l'aise avec un plan comptable, puisque c'est derrière lui. Est-ce que, parce qu'il ne me semble pas que ce soit une voie qui est très explorée aujourd'hui, le fait de ne pas s'occuper de ce carbone, de changement climatique tout de suite, non seulement il y a tout ce que vous avez évoqué, mais ça va aussi coûter. Ça va coûter beaucoup plus cher que si on s'en occupe tout de suite. Je n'ai pas encore vraiment entendu
des prospectives économiques, cette fois-ci, sur ce que ça va engendrer comme surdépenses et qu'on pourrait donc mettre comme carotte à nos élus pour qu'ils se prennent une petite assurance sur l'accident. Hein. La prime d'assurance qu'on doit payer maintenant est toujours trop chère. Ouais. Mais le postulat, c'est aussi que la prime d'assurance est toujours moins chère que l'accident. Je vais répondre à toute vitesse. Stern, en 2006, a fait un rapport qui montrait que le coût de l'inaction était très supérieur au coût de l'action. Donc j'ai oublié de le redire, parce que c'est clair, pour moi, c'est une évidence. Et quand j'ai parlé des dégâts du changement climatique, c'est pour dire aussi que ceci était devant nous. Après, la seule question très pratique, c'est que ces coûts étant plutôt loin et pas maintenant, il faut réussir à les ramener dans les raisonnements économiques d'aujourd'hui. Et pour les ramener dans les raisonnements économiques d'aujourd'hui, les économistes, ils disent tous à peu près la même chose, c'est que vous avez que 2 ou 3 instruments, vous avez normes et règlements. Donc ça a déjà été débattu avant que j'intervienne, de savoir quels sont les bons niveaux de normes. Évidemment, une absence de normes, ça serait une catastrophe absolue. Mais on a dit aussi qu'il y avait plein de normes qui empêchaient l'innovation, donc il faut trouver le bon compromis. Donc ça, c'est normes et règlements. Et après, l'autre truc, c'est de mettre un prix au carbone ou un prix à l'énergie, mais je redis, c'est plus simple sur le carbone. Donc ça, c'est une manière d'anticiper les coûts futurs, en fait. Hein. C'est de les ramener maintenant. D'ailleurs, très précisément, dans les modèles économiques, c'est comme ça que c'est fait. Hein. Merci beaucoup. On passe maintenant au second temps de cet après-midi, même troisième temps.